Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de révision du brevet. Aujourd'hui on s'entraîne avec le sujet d'Amérique du Nord 2024 que tu peux retrouver sur le site de l'Académie de Besançon que je te présente ici. Tu l'as ici le sujet, et en réalité si j'ai choisi ce sujet c'est pas un hasard, c'est parce que c'est un sujet qui fait travailler plusieurs sous-thèmes que tu auras vus en cycle 4, celui de la tectonique des plaques, du climat et de l'évolution. Sachant que c'est surtout sur l'évolution, ce sujet, et justement l'évolution, si tu tombes dessus au brevet, si jamais tu n'as pas bien révisé ça, c'est plus compliqué d'improviser avec les documents parce qu'il y a 2-3 petites astuces à connaître, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors la première chose, déjà, c'est la question de la gestion du temps. Il faut voir que 30 minutes, c'est quand même assez court pour réussir à faire son sujet avec les 4 questions. Et donc il ne faut pas se perdre dans les détails, il ne faut pas non plus paniquer, tu vas toujours avoir des exemples que tu n'auras pas vu avec ton prof. Là, par exemple, ça parle des oiseaux éléphants, il n'y a aucun prof d'SVT qui a fait un cours sur les oiseaux éléphants. Par contre, les profs d'SVT ont fait des cours sur l'évolution, et donc c'est de ça que ça va parler. Donc te laisse pas abattre par des noms compliqués, il faut que tu sois astucieux et que tu essayes de repérer les dangers et surtout de voir qu'est-ce qui dans ton cours te permet de répondre du point de vue de la théorie sans rentrer dans des détails trop compliqués. Donc, et la deuxième chose, c'est que tu ne dois pas faire de hors-sujet, donc bien regarder les questions. Moi, je pense qu'une bonne idée, c'est de regarder les questions avant de lire les documents. Au passage, je te conseille de faire pause de temps en temps. Là, par exemple, tu peux regarder un petit peu les documents et de voir ce que tu aurais répondu aux questions avant que je te donne la correction. Si jamais tu bloques, tu attends que je te donne les quelques éléments de correction et pour voir si toi tu arrives à rédiger, et petit à petit je te dévoilerai mes réponses à ces questions. Alors, pour cette première question, on te demande de répondre aux questions qui sont en annexe. Les annexes, elles sont tout là-bas, donc il ne faudra pas oublier de les rendre si tu en as le jour du brevet. Et moi, je te les ai affichées ici en plus petit. Et la première question, c'est quelle est l'espèce la plus proche donc de deux espèces, enfin de deux genres d'oiseaux éléphants, Aepiornis et Mulleraornis. Et donc, tu as ce qu'on appelle un arbre de parenté. Donc l'arbre de parenté, normalement, tu as déjà vu ça en cours, et tu dois savoir que ça montre qui est plus proche de qui, et que les carrés, ici, ce sont des ancêtres communs. Et une autre chose à savoir, c'est que tu as le temps. Alors le temps, il n'est pas toujours représenté sur les arbres, mais il faut savoir que par exemple, ici, on a un ancêtre commun qui est ancien, et ici, un ancêtre commun qui est récent. Un ancêtre commun, c'est un ancêtre qu'ont partagé deux espèces et à partir duquel les deux espèces ont été formées. Donc, pour répondre à la première question, quelle est l'espèce la plus proche donc de ces deux genres ici, donc de tout ça? On serait tenté de dire le kiwi, puisqu'il est juste à côté de cet ensemble-là. Donc, on pourrait se dire que c'est le kiwi qui va avec ce groupe-là. Et il se trouve que c'est une bonne réponse, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce qu'il est à côté, c'est parce que si tu regardes tout ce groupe, il partage avec le kiwi un ancêtre commun qui est plus récent que tous les autres ancêtres communs. Hop, on peut même trouver son âge, hein, je peux te l'afficher. On a ici cet ancêtre commun qui a à peu près un petit peu plus de 55 millions d'années, donc entre 55 et 60 millions d'années. Et c'est pour ça que la première réponse, c'était le kiwi. Ensuite, une question qui est peut-être un petit peu plus compliquée, c'est quand est-ce que les genres Aepiornis et Mulleraornis ont divergé. Et finalement, c'est toujours la même méthode. Tu regardes le moment où il y a une séparation entre ces groupes. Donc attention, ces deux groupes-là ensemble, ça fait partie des Piornis. On regarde et on voit que c'est au niveau de cet ancêtre commun qu'il y a eu la séparation. Je regarde sur l'axe du temps et je vois que ça fait à peu près 30 millions d'années. C'est il y a 30 millions d'années qu'il y a eu cette divergence entre les deux genres.
Donc c'est la réponse de B, la réponse 30 millions d'années. Et enfin, pour la question C, on nous demande quand est-ce que les deux espèces de Aepyornis ont divergé. C'est-à-dire qu'elles font partie du même genre, Aepyornis, mais on a deux espèces dans ce genre-là, et donc on voit que la divergence, elle est très récente. Si je trace ici et que je regarde sur l'axe du temps, tu vas voir que j'arrive presque au niveau du 0. Ça veut dire que ça va être très récent. Et ça, c'est là aussi, encore une fois, un petit piège, c'est que l'échelle, regarde bien, elle est en millions d'années. Et on voit que d'ici à ici, il y a en fait 5 millions d'années. Donc c'est une échelle qui est quand même assez grande, et ça fait que, par exemple, ces espèces qui ont disparu il y a 2000 ans, ça ne se voit pas sur le graphique. Donc ça peut un peu perturber, parce que normalement, les espèces disparues, on ne les voit pas arriver jusqu'à tout à droite, les branches s'arrêtent avant. Mais là, finalement, comme elles ont disparu il y a seulement 2000 ans, c'est presque trop récent, et on a l'impression qu'elles sont encore présentes aujourd'hui. C'était une petite parenthèse, mais c'est pas ce qu'on te demande dans ton brevet. On te demande, toi, à quelle date, de quand date la divergence, et tu vois que ça peut pas être ni 95 millions d'années, ni 30 millions d'années, c'est bien à 2 millions d'années, un petit peu en dessous de 5 millions d'années. Et enfin, pour la question D, d'après cet arbre de parenté, l'ancêtre commun à l'ensemble des paléognates serait vieux de... Alors il faut déjà repérer les paléognates. Alors les paléognates, hop, on les a ici. Alors attention, là je suis en train de prendre les néognates, ils ne font pas partie des paléognates, ça s'arrête là. Et là, il ne faut pas oublier de prendre tous les ancêtres communs, puisqu'on nous demande l'âge de l'ancêtre commun. Tu vois que, voilà, ici j'ai pris tous les paléognates. Par contre, celui-ci, il ne fait pas partie des ancêtres communs aux paléognates exclusivement, puisqu'il y a aussi les néognates dedans qui ne font pas partie. Donc voilà mon groupe des paléognates, et donc l'ancêtre commun, il est là, c'est celui-ci. Et donc quel âge il a cet ancêtre commun? Si on regarde, hein, si je trace, hop, on voit que j'arrive juste avant les 75, donc à 70 millions d'années. C'est la réponse du milieu. Voilà pour cette première question. Et donc on retient déjà les mots ancêtre commun et divergence. Tu vois ici par exemple un ancêtre commun, et une divergence, c'est quand tu as deux branches qui se forment à partir de l'ancêtre commun. On va maintenant s'attaquer à la deuxième question. On te demande à quelle époque et à quelle période géologique il y a eu la divergence entre les genres Aepyornis et Mulleriornis. Et attention avec ça, tu vois que quand même on te demande, là il y a encore un petit piège, c'est qu'on te demande l'époque et on te demande la période. Voilà. Donc l'époque, tu vois que c'est marqué ici, et la période, c'est marqué ici. Donc après, par contre, c'est très simple. Tu dois dire ce que tu avais dit dans la question 1. Donc dans la question 1, tu as vu que les genres Aepyornis et Mulleriornis, ils ont divergé il y a 30 millions d'années, hein, le tiret vert. Et donc, 30 millions d'années, à quoi ça correspond? Au niveau des périodes, ça correspond à du paléogène, et puis au niveau de l'époque, puisqu'on te demande aussi l'époque, ça correspond à de l'Oligocène. Voilà, donc très facile cette question, mais il faut juste être précis en deux phrases, dire voilà que on a vu dans le 1 qu'il y avait une divergence à 30 millions d'années, pardon, j'ai marqué 2 millions d'années, à 30 millions d'années, ce qui fait que ça correspond à la période du Paléogène, et après on dit bien l'ère de l'Oligocène. Une petite astuce que je te recommande, tu mets en fluo les mots des questions. Donc là, ici, c'était le mot époque et période que tu mettais en fluo, et tu t'obliges à les réutiliser dans ta réponse. Et avec ça, tu verras, tu feras moins d'hors-sujet. Allez, on passe tout de suite à la troisième question. Et là, ça change un peu, puisque on n'est plus dans l'arbre de parenté. On a une carte qui doit te rappeler quelque chose. Tu vois des espèces de séparation avec des flèches. Est-ce que tu as reconnu ce que c'est? Ce sont des limites de plaques tectoniques. Et là, je te les ai repassées en rose. Tu vois qu'il y a des flèches qui montrent un écartement. Ce que tu vois ici, ce sont des dorsales.
c'est une parenthèse parce que c'est pas la question. On te demande, grâce à ce document, d'expliquer l'origine de la modification des courants océaniques dans l'hémisphère sud. Et on te dit entre 41 millions d'années et 32 millions d'années. Regarde à 41 millions d'années, comment est-ce que c'était? Eh bien, tu as ici l'Antarctique et l'Amérique du Sud qui étaient reliés. Il y a marqué, d'ailleurs, continuité. Là, tu as vraiment toute la réponse qui est donnée. Alors que quand tu regardes à 32 millions d'années, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a une séparation ici et tu vois que l'eau, elle passe. Donc, il y a eu une ouverture, l'ouverture de ce qu'on appelle le passage du Drac, et donc qui a permis d'avoir des courants qui circulent autour de l'Antarctique. On appelle ça des courants circumpolaires. Et donc, il n'y avait rien à inventer ici. Tu pouvais juste relever les dates, donne bien les dates. Et la petite chose que tu pouvais dire, c'est que plutôt que de dire que les continents se séparent, parce que tu vois que l'Amérique du Sud et l'Antarctique se séparent, c'est de dire que ce sont les plaques tectoniques qui se séparent. Donc c'est un peu plus grand qu'un continent, une plaque tectonique. Donc si tu n'y avais pas pensé, tu aurais de toute façon pu avoir tous les points en parlant juste des continents, mais garde en tête quand même que ce sont les plaques qui se déplacent et non pas les continents, peut-être pour un autre exercice. Et donc cette ouverture a permis la circulation de courants marins autour de l'Antarctique. On ne te demande pas plus. Tu vois, on ne te demande pas d'expliquer qu'est-ce qui a changé dans les courants, puisqu'on te demande d'expliquer pourquoi ça a changé. D'accord ? Donc même là, quand je dis qu'ils font le tour de l'Antarctique, il n'y avait pas forcément besoin de le dire pour avoir tous les points. C'est vraiment de donner les dates, de dire qu'entre 41 millions d'années et 32 millions d'années, il y a eu une ouverture parce que l'Amérique du Sud s'est séparée de l'Antarctique par rapport à la tectonique des plaques. Et enfin, une dernière question, celle du document 4. Cette fois, ça va parler un petit peu de climat. Ça nous dit que le climat a changé après ces changements de courant océanique. Donc, si tu regardes dans le détail, on te parle du climat au nord, et on te dit qu'il est humide au nord. Donc ça, c'est après l'ouverture du passage de Drac. Et au sud de Madagascar, au contraire, il est resté plutôt sec. Et donc, la question ici, c'est une question qui fait appel à des connaissances. En quoi l'ouverture du passage du Drac a pu être à l'origine de la divergence entre Aepyornis et Muller-Ornis? Alors c'est une question qui est super intéressante. En effet, dans cette question, on te demande quand même de relier l'ouverture du passage du Drac, c'est-à-dire la tectonique des plaques, puisqu'on a vu que c'est la tectonique des plaques qui est responsable de cette ouverture, et on te demande de relier ça à la divergence entre les genres Aepyornis et Muller-Ornis, c'est-à-dire au fait que des espèces aient divergé, ou plus précisément que cette espèce-là ancestrale qu'on a vue ici, elle ait donné naissance à ces deux genres que tu vois ici et ici. Parce qu'au départ, une espèce ancestrale, ça veut dire que c'était une seule espèce qui est à l'origine finalement de ces diverses espèces. Et donc la question c'est comment est-ce que c'était possible? Et là, il faut lire dans le texte, et on voit que avec l'ouverture du passage, il y a eu une différence entre le climat nord et le climat sud, mais aussi une différence de végétation. Alors les deux sont liés bien sûr, le fait qu'on peut imaginer que le fait que ce soit humide au nord, ça se traduise par l'existence d'herbacées, et le fait que ce soit au contraire plus sec, on s'attend à trouver plutôt des cactus, et on voit qu'en fait les herbacées, c'est plutôt les Aepyornis qui ont tendance à en manger, voilà, alors que inversement, les Muller-Ornis, eux, ils vont se nourrir plutôt de plantes de type cactus, euphorbes et encore insectes lézards. Et ça, c'est des plantes qu'on trouve plutôt dans des climats qui vont être secs, comme ce qu'on pouvait avoir au sud. Donc on ne te demandait peut-être pas d'aller dans un détail aussi précis de savoir
quelle espèce s'est formée au nord ou au sud, mais plutôt cette idée de relier à ton cours. Parce que qu'est-ce que tu as vu dans ton cours qui fait que les espèces évoluent? C'est la sélection naturelle. Et donc attention, on ne parle pas des espèces Aepiornis et Mulleriornis, on parle de leur ancêtre commun, hein, puisqu'au départ, les individus là, donc il y a environ 30 millions d'années, les individus, ils appartenaient tous à la même espèce. Et donc, on peut imaginer que certains des individus au nord de Madagascar se sont retrouvés avec une végétation différente de celle qu'il y avait au sud de Madagascar et d'un climat différent. De façon générale, si le climat est différent, si la végétation est différente, et puis aussi les êtres vivants qu'on trouvait au sud et au nord ont dû être différents, et donc par exemple des prédateurs différents, ça a fait des conditions de sélection naturelle différentes. Donc tu vois qu'ici, on te donne presque tout pour répondre, mais tu dois quand même utiliser dans ton cours pour penser à une idée de sélection naturelle. Le fait qu'il y ait une sélection naturelle différente, ça explique que les ancêtres communs se soient diversifiés et aient donné naissance à deux genres. Alors, il y a un terme qui est un terme plutôt de lycée, mais je vais te les donner. Je reviens un tout petit peu en arrière, je t'ai marqué ici ce qu'il fallait retenir de la question 3, et pour la question 4, j'ai fait la même chose. Une proposition de réponse, c'est de dire que les courants, lorsqu'ils ont été modifiés, ça a créé des climats différents au nord et au sud, et que ces climats différents, nord-sud, ça s'est traduit par une végétation différente, hein. Pour être précis, ça va être plutôt les herbacées au nord et plutôt les cactus au sud. Et ce mot-là que j'ai mis entre parenthèses, on peut parler du fait qu'il y a eu des pressions de sélection différentes. Bon, c'est des mots que tu connais pas parce qu'on voit plutôt ça au lycée, mais toi tu aurais pu dire qu'il y a une sélection naturelle qui est différente au nord et au sud. C'est ça que j'appelle une pression de sélection, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des prédateurs différents, que on peut pas manger les mêmes choses. Donc tout ça, ça fait une pression sur l'évolution et ça va favoriser les individus qui sont le plus adaptés à tel ou à tel environnement. Et donc ça a pu se traduire par le fait que des régimes alimentaires différents ont été favorisés. Au nord, les individus qui avaient tendance à plus se nourrir d'herbacées ont été favorisés, alors qu'au sud, ceux qui avaient tendance à se nourrir de cactus, d'insectes et de lézards, et donc les ancêtres des Mulleriornis, ont pu être favorisés. Et petit à petit, ça fait des individus qui ont divergé. Donc tu vois que je parle beaucoup, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est cette espèce de lien cause-conséquence. Des modifications de courant ont fait des climats différents entre le nord et le sud, avec donc une végétation différente et une sélection naturelle différente qui explique la divergence des deux genres Aepiornis et Mulleriornis. Et donc ce que toi tu peux retenir pour d'autres sujets, c'est le fait qu'il y a de la sélection naturelle et que tu peux penser à utiliser ces mots de ton cours lorsque on te parle d'évolution. Le programme de troisième, c'est la sélection naturelle, donc tout de suite ça doit être un automatisme, on parle de la sélection naturelle, et qu'il y a donc une divergence. Cette divergence, c'est ce qu'on appelle aussi la spéciation, mais ça c'est plus un mot que tu verras en seconde, c'est quand une espèce est à l'origine de deux espèces. C'est exactement ce qui se passe dans notre cas, puisqu'on a un ancêtre commun qui a donné naissance à deux branches qui elles-mêmes se sont encore séparées, et au final on obtient trois espèces même. Et voilà, j'espère que toutes ces petites astuces te seront utiles et que tu es un petit peu plus serein pour la suite des événements, et je te souhaite bon courage pour le brevet et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.